BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, le retour de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech tous les week-ends sur 01 TV, sur BFM Business, sur les applis RMC et BFM Business aussi. Merci d'être là. On poursuit donc ce de quoi je me mêle avec la deuxième partie de ce club de la presse IT. C'est exceptionnel, hein. D'habitude on a un invité, mais là l'actualité est tellement chargée qu'on en profite pour analyser tout cela avec Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech, et Emmanuel Paquette de l'Express. Messieurs, pour repartir, une mise à jour qui fait beaucoup de bruit chez Apple. Encore une fois, il s'agit de cette mise à jour iOS 14.5 qui met les points sur les i concernant en fait la vie privée, notre vie privée. Apple essaie de verrouiller en quelque sorte toutes les informations que l'on peut avoir et qui circulaient avant de manière totalement, on va dire, transparente sur les applis. Et bien là, ça va changer avec ce petit bouton qu'on peut actionner. Je n'aime pas beaucoup les spécialistes de la pub en ligne. Bon, il y a Facebook, Google, enfin tous les géants de la pub en ligne. En fait, depuis, ça fait maintenant une dizaine de jours, c'est avec iOS 14.5. La différence, c'est que désormais, on peut choisir de ne plus être pisté ailleurs que sur l'application en question à des fins publicitaires. En gros, je prends Facebook parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Je suis sur Facebook, juste avant la mise à jour, Facebook pouvait voir ce que je faisais sur Amazon, sur d'autres sites, sur tous les sites partenaires, mais en gros quasiment tous les sites du monde, et puis s'en servir pour me proposer, analyser mon comportement et me proposer les publicités les plus ciblées. Là, Facebook est obligé de me demander l'autorisation pour avoir accès à ce qu'on appelle l'identifiant publicitaire. Enfin, c'est un identifiant aussi de chiffres et de lettres qui sont liés à chaque utilisateur et puis qui permettent de me traquer comme ça sur plein de sites. Là, Facebook doit maintenant demander l'autorisation, mais comme toutes les applis au monde, l'autorisation pour nous suivre cet identifiant. Et donc, si on dit non, Facebook devra uniquement se contenter pour sa pub ciblée de ce qui se passe sur sa plateforme, sur Facebook, sur Instagram pour Instagram, pareil pour toutes les applications. Donc évidemment, il y avait toute une opposition. On a parlé d'Apple versus Epic Games, il y avait Apple versus Facebook. Facebook qui a bataillé, qui a acheté des pages de pub pour dire ça va tuer la publicité en ligne parce que forcément c'est moins de publicité, enfin de la publicité moins ciblée, donc ça va être compliqué pour les TPE, les PME de vendre de la pub. Enfin bon, ils avaient sorti un peu cet argumentaire. Et donc là, c'est disponible. Et alors les notifications Facebook viennent d'arriver. Ils ont mis quelques jours à les déployer, c'est-à-dire que jusque-là, ils avaient bloqué carrément le suivi. Maintenant, ils ont déployé les notifications. Et ce qui est très important, c'est de souligner, c'est que la notification est rédigée par Apple. Enfin, pas rédigée, mais organisée par Apple pour pas qu'il y ait qu'on essaie de faire un truc d'incompréhension voilà, pour appuyer vers un consentement. C'est-à-dire clairement, le premier choix, en haut, c'est d'abord je demande de ne pas me suivre. Et ensuite, on peut autoriser. Mais pour éviter toute magouille, pour essayer d'induire en erreur. Mais ce qu'on fait Facebook, Instagram ces derniers jours, c'est de mettre, avant de procéder à ce choix, une information, une sorte de pré-notification en disant vous êtes sur iOS 14.5, on va vous expliquer pourquoi il faut nous laisser vous pister pour de la publicité. Et il y a une phrase qui est quand même non négligeable, c'est de dire pour laisser Instagram, il y a pareil sur Facebook, laisser Instagram ou Facebook gratuit. Donc ça veut dire que c'est une menace. Oui, c'est ça. C'est de dire, vous êtes gentil. Si vous cliquez sur non, attention, vous allez peut-être pouvoir payer. Un jour, vous paierez. Sachant que jusqu'à 2019, il y avait écrit quand on se connectait à Facebook, Facebook est gratuit et le restera toujours. Voilà, donc le restera toujours, sauf si on doit respecter la vie privée. En gros, c'était à peu près ça. Mais il y avait des réactions, moi, que j'ai trouvées assez incroyables. Donc, Facebook et Instagram. Vinted, d'ailleurs, a fait la même chose. J'ai vu apparaître la notif quand j'ai ouvert Vinted l'autre jour. Pareil. Vinted devra peut-être devenir payant si vous refusez. Alors qu'en plus, Vinted, c'est différent parce que c'est pas leur principal revenu, la publicité ciblée. Eux, ils ont des deals, je pense, avec les Mondial Relais, etc. C'est plus ça leur rémunération. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi, ils prennent une. Alors, sur les commissions, je suis pas sûr. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils prennent des commissions. Je crois qu'ils se rémunèrent surtout sur les processus de livraison. D'accord. Et alors, il y a même certaines applis. Il y a une appli de météo qui est géniale. Moi, j'adore. J'ai vécu au Canada. Et pour moi, les plus fiables, c'est Météo Média parce qu'il y a les températures ressenties. Enfin, une super appli météo. Et alors, eux, ils ont carrément mis Météo Média sauve des vies.
Voilà. Et sinon, vous allez nous fragiliser. En gros, si vous refusez d'être pisté, il va y avoir des morts. Genre, c'est quasiment. non, mais c'est. Vous vous rendez compte un peu C'est quand même Avant incroyable. d'appuyer sur un bouton, Donc, on a la sueur qui coule. Donc il y a tout un processus de créativité pour nous faire un pré-pop-up, pour nous faire accepter. Alors, ça c'est un avis personnel, mais moi je vois pas tellement ce qui va pousser les gens à accepter de se faire pister. Il y a aucun avantage. Parce qu'en plus, quand ils disent il y aura la publicité ciblée est importante, oui, mais enfin, c'est un mensonge de dire qu'il n'y aura plus de publicité ciblée parce que déjà, ils ont tout ce qu'on fait sur la plateforme. Donc, Facebook, Instagram, il y a quand même un peu de matière. Puis, il y a tout ce qu'ils ont enregistré jusque-là comme info. Donc, si on refuse, on aura toujours de la publicité ciblée pendant un bon moment. Donc, c'est un mensonge de dire ça. Et puis après, le fait de devenir payant, de menacer de devenir payant, ça me paraît impensable. Mais n'empêche que ça montre à quel point c'est un problème pour eux. Parce que Facebook dise on risque de devenir payant, c'est quand même pas anodin, je trouve. C'est quand même quelque chose d'absolument monumental. Emmanuel. Oui, alors il faut juste replacer un peu dans le contexte ces plaintes-là. C'est qu'aujourd'hui, iOS, c'est un peu plus de 21% de part de marché. Dans le monde donc des smartphones et des tablettes. Le reste, à 71-72%, c'est Android. Android, c'est Google. Et Google, eux, jamais ils ne font ce genre de choses, puisqu'ils vivent de la publicité. Donc, ils essayent aujourd'hui ils cherchent d'autres moyens de faire du pistage, mais sans utiliser les cookies ou les choses comme ça. Donc, eux aussi essayent de se développer un peu dans la protection de la vie privée, mais en mettant des choses qui, finalement, ne le sont pas trop. Ils ne peuvent pas y aller trop non plus. Le problème, c'est que c'est complètement antinomique, quoi. Exactement. Protéger la vie privée et avoir de la publicité ciblée. Apple, ça n'entrave pas leur business model. Un peu compliqué. Parce qu'Apple, ils gagnent pas d'argent là-dessus. Google, c'est plus compliqué. C'est ça. Quoi. Alors, le truc, c'est que Google essaye de faire un système soi-disant protecteur de la vie privée dans lequel votre profil va être mis dans des lots de profils, noyé dans des profils similaires, donc des millions ou des dizaines de millions de profils similaires. Donc en fait, on vous cible pas vous, mais des gens comme vous, en fait, des gens qui ressemblent à vous, qui ont les mêmes goûts que vous, donc des espèces de profils. Et là, ils disent du coup, c'est quand même bien plus protecteur de la vie privée. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'ils ont raison de faire ça. Enfin, c'est plus du segmenté. C'est ça, c'est du gros segmentage. Moi, ça me paraît plutôt pas mal de faire ça de la part de Google. C'est intelligent. C'est un entre-deux qui est. Ouais, mais c'est ce qu'ils faisaient déjà en fait. Oui, mais surtout, ce qui est l'ironie, enfin, je trouve, c'est que finalement, on va un peu grossir le trait. En gros, on va pas affiner autant qu'avant, mais on va revenir finalement vers de la publicité classique. C'est-à-dire que un annonceur qui voulait du CSP+, il allait dans Challenge, machin. Un annonceur, enfin, finalement, on tombe sur dans l'Express, évidemment. Non, mais, bien évidemment. sûr. L'Express, c'est CS++. Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est ça. Mais Challenge, l'Express, les échos, voilà. Tout. Mais, et par médias, je veux dire, on voulait vendre des trucs un peu plus populaires, on est dans d'autres médias. Enfin, voilà, c'est quand même. On retombe sur de la publicité. Plus traditionnelle, un peu plus traditionnelle, mais. À la mano. Et la vraie question que je me pose, c'est est-ce que finalement, cette publicité aussi ciblée a une vraie plus-value par rapport à une publicité plus classique. Et ça, c'est pas évident non plus que l'ère de la publicité ultra ciblée sur mesure soit si pertinente, parce qu'il y a aussi le fait qu'on en a marre de voir toujours les mêmes pubs parce qu'on est toujours la même personne et que finalement ça me paraît pas évident. Je me demande si dans 15 ans on ne sera pas revenu vers une publicité plus classique et on se dira finalement ça a été une étape mais que ça n'a pas été forcément très performant. Qui a beaucoup plus de valeur, tu le sais Raphaël aujourd'hui. Alors ça a plus de valeur, mais déjà dans des segments ça a de la valeur. Et puis d'ailleurs tu parles de la valeur de la pub, c'est là où effectivement Apple c'est 20% du parc, sauf que les utilisateurs d'iPhone valent entre guillemets plus cher parce que c'est entre guillemets, on parlait de CSP+, par exemple, l'iPhone est un smartphone qui est plus cher et un annonceur qui cible un iPhone, forcément en général il va gagner plus d'argent. C'est vrai. Bon, voilà, concernant cette histoire, on verra bien. Est-ce qu'un jour Facebook communiquera sur les personnes qui ont dit non, en fait, au lancement de l'application? Je crois qu'il y a eu des études, je crois que c'est de l'ordre de 80-90%. Ce qui est énorme. C'est normal, on dit est-ce que tu veux qu'on te piste ou est-ce que tu veux pas qu'on te piste, et ça ne change rien à ton expérience. Après, il y a quand même 2 procédures en cours d'autorité de la concurrence, l'une en Allemagne et l'autre en France. Dans laquelle Facebook est partie prenante, notamment en Allemagne, pour abus de position dominante contre Apple, pour essayer justement de faire tomber cette mise à jour iOS 14.5. Et puis, même des titres de presse se sont associés aussi à Facebook, puisque les titres de presse aussi vivent de la publicité, en tout cas pour les gratuits, comme Bild, par exemple, en Allemagne. Donc, c'est pas que Facebook contre le reste du monde, il y a quand même aussi ils ont bien les réussi médias. à agréger, c'est vrai qu'ils ont bien joué le coup là-dessus, même si l'autorité de la concurrence, ils ont rendu un premier avis en France
sur Facebook, et ils ont quand même globalement donné raison à Apple. Ils ont même dit dans le jugement, je sais pas comment c'est un avis, enfin je sais pas. Non, c'est un avis, un avis en disant au contraire, ça protège le consommateur. Ça protège plutôt le consommateur, mais ce qui est objectivement, c'est vrai que c'est difficile de donner tort à Apple sur ce point-là. Il y a peut-être d'autres points, mais sur la concurrence, c'est un autre débat. Mais sur ce point-là, c'est vrai que c'est une protection en plus, quoi. Et puis l'autre élément, c'est que paradoxalement, Apple est en train de se développer dans la publicité, puisque aujourd'hui ils essayent de, alors c'est pas de la publicité sous forme de bannière, hein, mais c'est quand vous allez sur l'App Store, de vous recommander les applications, de vous les mettre en tête de résultats. Donc les gens payent pour ça, enfin les développeurs payent pour ça. Et donc ils essayent de faire croître leurs revenus publicitaires. Alors voilà, c'est du marketing plus que de la pub, mais quand même c'est là aussi où ils se font un peu taper dessus. C'est en gros, ils embêtent les annonceurs, mais eux-mêmes essaient de se développer dans la pub. Autre sujet d'actualité, c'est, vous le savez, l'Internet, et notamment l'Internet par satellite, avec Starlink d'Elon Musk, ce projet incroyable de lancer à terme des dizaines de milliers de petits satellites pour couvrir en fait toute notre planète, pour qu'on puisse avoir de l'Internet très haut débit, partout, avec une petite parabole et des débits incroyables, et surtout une latence très faible, puisque ces satellites, au lieu d'être à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, comme les satellites géostationnaires, là, seraient à entre 400 et 600 km, ce qui permet en fait d'avoir une latence très très faible. Et Elon Musk est en train de fanfaronner en disant que ça marche, son système de Starlink. Enfin, ça marche. Il a dit effectivement qu'il avait déjà 500 000 précommandes, donc des gens qui ont donné un peu plus de $90 pour être les premiers à être servis par le nouveau service Starlink. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 1300 satellites Starlink au-dessus de nos têtes. La constellation à terme devait en avoir au moins 12 000, plus 3 000 autres qui devaient arriver dans un deuxième temps. Donc on est qu'au début. Donc pour l'instant, on est plutôt sur... J'ai cru comprendre qu'il y en aurait même plusieurs dizaines de milliers à terme. Moi, j'ai vu 40 000 à terme. Voilà, c'est ça. Mais la première étape est à 12 000. La première étape, 12 000 et après 40 000. Oui, parce que ça vaut déjà 10 milliards là, pour les 12 000 premiers, donc il faut quand même financer. Donc avant de lancer la deuxième tranche, on voit où on en est. Il va falloir revendre un peu de Bitcoin, quoi. C'est ça, exactement. Puis de voir si les utilisateurs sont là, si les gens sont prêts à payer. Et effectivement, aujourd'hui, on a des bêta-testeurs qui ont déjà accès à Starlink pour tester un peu le système. Il a dit que jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, il n'y avait pas de problème. Au-delà du million, il a dit que là, il pourrait y avoir des petits soucis. Donc, il a dit on va monter en charge progressivement. Donc, on voit que c'est un gros projet, mais qui peut avoir quelques contraintes aussi techniques, notamment installer les bases au sol, puisqu'on a vu en France qu'il y a plusieurs communes qui sont pas très, qui essaient d'arrêter Elon Musk pour mettre des stations de base qui sont reliées en plus après à de la fibre optique. Donc, on voit aujourd'hui que il y a des velléités de se développer partout dans le monde, mais il y a quand même aussi des villes qui veulent pas d'avoir une antenne de réception satellite sur leur commune. Oui, mais ça, parce que nous, les Français, on n'aime pas les antennes. Je crois qu'il y avait 3 antennes, 3 projets, il y en a 2 qui sont empêchés, où le maire, à chaque fois de la commune, il y en a un en Normandie, l'autre, je sais plus, c'est pas dans le Nord, je sais plus où c'est. Ou dans Normandie, c'est sûr, ouais. Normandie, c'est sûr, l'autre, je sais plus, mais où les élus sont plutôt contre. Mais rappelons le modèle économique, 100 € par mois à peu près. Et une connexion digne de la fibre. Voilà, une connexion qui se veut être excellente, avec ce temps de latence qui est le vrai problème aujourd'hui des connexions satellites. C'est-à-dire qu'on peut faire la voix sur IP, on peut même faire du jeu. C'est ce qu'Elon Musk a dit. On aurait une latence de 20 à 50 millisecondes, ce qui permet de jouer. À 20, 50, ça commence un peu à... Mais voilà. Oui, à 20, on est bien. À 20, on est pas mal quand même. Donc, c'est intéressant. 100 € par mois. C'est amusant parce que moi, il y a quelques semaines de ça, je me suis inscrit pour voir quand est-ce que je serai éligible. Et visiblement, je serai éligible l'année prochaine. Voilà. Donc, tu sais quoi, je vais m'inscrire aussi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont en zone blanche et qui veulent une connexion Internet qui tienne la route, quoi. C'est quand même une révolution. Oui. Moi, je trouve que l'offre est absolument géniale. Enfin, je trouve que c'est un service qui peut être potentiellement hyper intéressant. Il y a juste deux bémols. Le premier bémol, c'est sur la communication d'Elon Musk, mais ça, on a l'habitude. Il dit 500 000, mais en fait, c'est 500 000 qui ont dépensé $99, remboursables s'ils changent d'avis. Oui, bien sûr. Bon, c'est comme les Tesla, quoi. Je veux dire, je pense que ce chiffre, faut pas le prendre en compte. Ce qui change rien au fait qu'à mon avis, ce service peut avoir un succès monumental. C'est juste sur la communication d'Elon Musk, je la prends quand même avec des pincettes. Mais il y a aussi un autre point où justement il va falloir communiquer. C'est comme tu disais, François, ce service est utile notamment dans les zones rurales. C'est ça la force, c'est de dire plutôt que de devoir me relier à la fibre, voilà, je suis au milieu de rien. Alors pour des pays développés, j'ai envie de dire peut-être pas, mais il y a énormément de zones dans le monde. Il y aura toujours des oubliés du très haut débit, il y aura même toujours, dans des pays civilisés.
démocratiser, et d'avoir c'est clair. cette possibilité-là en ultime recours dans les pays développés et de façon plus massive dans d'autres pays moins développés, je trouve que c'est absolument génial. Simplement, dans un premier temps, moi j'ai l'impression, c'est quand même les fans de tech qui s'inscrivent à ça, qui sont plutôt en général déjà avec 5 ans, qui sont bien connectés, quoi. Donc va falloir expliquer justement, en fait, à ces gens dans les zones rurales qui ne veulent pas, dans certains pays en France, qui ne veulent pas de ça, de leur dire que c'est justement pour eux. Donc, versus peut-être une box 5G, quoi. Bien sûr. Donc, il va y avoir une étape de communication qui va être importante. Après, mais c'est pas donné, hein, c'est 100 € par mois. Hein. Qui est prêt à mettre 100 € pour avoir une connexion et Internet? après, il y a le tarif. Mais il faut aussi penser qu'aux États-Unis, 100 € par mois pour Internet, c'est pas hallucinant. En France, oui. Oui. C'est limité, je crois, en plus, hein, c'est limité, sur Starlink. C'est ça qui est assez intéressant, parce qu'il n'y a pas vraiment de réel illimité sur satellite. Mais pour des écoles, quand on parle de pays peu développés, oui, 100 € c'est beaucoup, mais peut-être avec des aides pour des écoles, des hôpitaux, cette connexion, peut-être. Et puis évidemment, on peut mutualiser aussi. Donc, oui, parce que l'idée, effectivement, l'idée au départ, c'était un point de réception sur Terre, puis après avoir un système de diffusion via du WiMAX, pour ceux qui s'en souviennent, ou du Wi-Fi très haut débit, bien sûr. Qui permet effectivement de mutualiser et de distribuer à plusieurs personnes. Exactement. Ouais. Et puis l'idée, c'est ce que poussent aussi tous les GAFA, hein, c'est ce qu'on appelle le Next 2 billion, c'est essayer de connecter les 2 autres milliards de personnes sur la planète qui n'ont aucun accès, donc notamment en Afrique, dans certains pays de la zone asiatique, pour développer Facebook, Google, etc. Ils se disent qu'aujourd'hui, ils sont un peu en quasiment saturation en Europe et aux États-Unis, donc il faut bien trouver des relais de croissance là où les gens n'ont pas encore accès à Facebook, Google et compagnie. Donc ça permet d'amener de la connectivité aussi pour ça. C'est pour ça que Facebook a aussi financé à un moment donné un satellite qui a explosé en vol. Hein. C'était avec Eutelsat d'ailleurs. Et que Google essayait de développer des ballons qu'ils ont arrêté aussi, des ballons sondes pour amener de l'Internet un peu partout. Voilà, il y a noté qu'il y a pas mal de projets similaires, hein, c'est ce que tu disais, et c'est pas terminé. On enchaîne avec un autre sujet alors qui est plus lié on va dire à l'actualité, à cette pandémie, hein, c'est ce fameux pass sanitaire qui avance petit à petit. On se rend compte que aujourd'hui, voilà, ça sera l'un des sésames de la sortie de cette crise, de cette pandémie. Il faut savoir que ce pass sanitaire a été validé par le Conseil scientifique. Ça veut dire plein de choses très intéressantes. Ça veut dire que finalement, pour voyager, il va falloir qu'on montre, j'allais dire patte blanche, et surtout qu'on dise, on va dire, aux institutions et en fait aux pays où on va voyager, aux douaniers, voilà. En Europe, il n'y a plus tellement de douaniers, mais plutôt à la compagnie aérienne, on va dire. Compagnie aérienne, etc., qui pourront exiger ce type de documents numériques, test PCR et la vaccination. Oui, alors. En fait, document numérique, mais à la base, c'est un document papier. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens, alors peut-être moins parmi ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que dans la population globale, il y a beaucoup de gens qui ont une aversion pour l'utilisation de l'appli, c'est surtout anti-Covid, et tout simplement aussi qui n'ont juste pas de smartphone. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 15-20% des Français qui n'ont pas de smartphone, c'est absolument énorme. Et donc oui, c'est vrai que pour voyager dans un premier temps en Europe, mais évidemment ça va s'étendre, pour des grands événements. Alors l'idée, c'est de ne pas proposer de pass sanitaire pour les événements du quotidien, pas pour les restos, pas pour les cinémas, pas pour les salles de sport. C'est-à-dire pour voyager, pour les grands événements, les stades, les salons, les foires. Je crois qu'il y a un débat, par exemple, ça ne concerne pas non plus tout le monde, mais genre l'opéra, par exemple, c'est un peu entre deux, parce que l'idée, c'est de mettre les théâtres, de pas que les théâtres ne soient pas concernés, mais les opéras, c'est quand même autre chose. Donc certains événements vont être concernés par ça. Et c'est surtout pour, d'un coup, densifier une population à un endroit précis, dans un endroit clos. C'est ça le truc. Tout en maintenant un risque équivalent. C'est pouvoir mettre plus de monde sans faire augmenter le risque. Pas en le rendant nul, évidemment. On peut comprendre un zénith ou une grande salle de concert, si elle est ouverte en fait aux personnes qui ont soit fait un test PCR, soit parce qu'ils sont vaccinés, effectivement, on est dans un environnement qui sera plus sécurisé au niveau sanitaire. Et puis surtout, si on n'a pas ça, le producteur, il doit ouvrir, il doit faire un concert avec 30% des gens. Si on a ça, il peut le faire peut-être avec 70%. Dans un cas, il perd une fortune. Dans l'autre cas, il rentre à peu près dans ses frais. Donc ça change absolument tout. Donc ça, c'est déployé. Alors depuis, donc il y a, comme tu le disais, il y a 2 éléments. Soit un test
PCR négatif de moins de 48 heures. On reçoit le test PCR. Donc, dès qu'on fait un test, que ce soit d'ailleurs même antigénique, PCR antigénique, on reçoit un SMS. Je l'ai testé, c'est assez bien foutu. On reçoit un SMS, on clique, on arrive sur le portail. On a un PDF. Soit on l'imprime, soit on le fait imprimer par quelqu'un, soit on scanne le QR code et là on le rentre dans Tous Anti-Covid. Pareil pour le vaccin, à partir du début de cette semaine, toutes les personnes vaccinées reçoivent un certificat de vaccination avec alors QR code sécurisé pour éviter les fraudes, mais aussi un autre QR code pour le scanner dans Tous Anti-Covid. Et puis comme ça, on pourra le garder au format numérique dans Tous Anti-Covid. Et tu parlais du conseil scientifique et je trouvais ça assez intéressant. Parce que ils ont validé le principe du pass sanitaire, alors avec des réserves en disant il faut que ce soit circonscrit, il faut que ce soit pas utilisé tout le temps, il faut que ce soit limité dans le temps. Enfin, c'est normal. Mais ils ont quand même dit c'est plus sécurisé. On recommande pour protéger ces données personnelles d'utiliser la version numérique dans Tous Anti-Covid. Bien sûr. Et ils ont raison. Mais oui. Parce que quand on se fait contrôler, donc on arrive dans un salon, dans un stade. On a quelqu'un à l'entrée qui contrôle les passes sanitaires. Il contrôle un smartphone avec Tous Anti-Covid, il scanne le QR code, il voit apparaître quoi ? Il voit apparaître le nom, prénom, date de naissance, un carré vert, un carré rouge. Donc il ne sait pas si la personne est testée ou vaccinée. On arrive dans un stade avec un certificat de vaccination, la personne qui contrôle sait si on est vacciné. Donc on a moins d'informations qui filtrent avec le pass sanitaire numérique. Donc clairement, c'est une bonne chose. C'est utilisé partout dans le monde, enfin dans beaucoup de pays dans la version numérique. Évidemment, c'est pas obligatoire, on a le choix de ne pas aller dans ces événements et on peut garder la version papier. C'est étonnant parce qu'on sent que le gouvernement a changé d'avis là-dessus. Pendant plusieurs mois, on va dire début d'année, c'était il n'y aura pas de passe sanitaire, etc. Ce qui est important, c'est le quotidien. Et finalement, maintenant, on y revient. Et donc, il y a deux grandes choses. C'est surtout pour voyager et pour se retrouver dans les lieux où il va y avoir du monde. Ce qui, quand même, sont des événements assez rares. Pas tous les jours non plus, dans une foire, dans un salon, au stade. Et on ne voyage pas tous les jours non plus. Donc, la vraie barrière, c'est à la fois ce fantasme du tout numérique. Là, évidemment, ils ont balayé ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de smartphone. Et puis, à la fois, du fait de scanner son truc dès qu'on sort de chez soi, quoi. Emmanuel ? C'est vrai aussi, il y a eu tu rappelais l'historique. C'est vrai que Tous Anti-Covid, au début, ça ne marchait pas du tout. Donc, j'ai oublié d'ailleurs le nom d'origine. Stop Covid. Stop Covid, voilà, qui a été une catastrophe, qui a été renommée. Il y avait beaucoup d'appréhension de la part du public sur où sont mes données, où sont stockées mes données, qui aura accès, quand, comment. Et c'est vrai qu'il a fallu 2-3 itérations pour que ça commence un petit peu à décoller. Donc, je pense que le gouvernement ne pouvait pas dire dès le départ, ça nous servira aussi à faire un pass lié à la vaccination. C'est des choses qui arrivent petit à petit avec une forme d'habitude. On habitue les gens à. Et là, c'est vrai que maintenant, ça fait quasiment plus de remous en mettant un système comme ça de pass sanitaire. Donc, il faut y aller étape par étape. Après, moi, l'autre question que ça pose, c'est évidemment, dès que c'est numérique, si un jour il y a du hacking derrière, est-ce que cette base de données est centralisée ? Si oui, où ? Alors non, ça on le sait tout est open source, tout est décentralisé, tout est stocké. En fait, c'est exactement la même histoire que pour l'attestation de déplacement, puisque l'attestation, l'intérêt, c'est qu'on mettait tout en mémoire, notre adresse, notre nom. Donc il y avait des données et ça, c'était stocké uniquement sur le téléphone. Et pareil, le document, quand on scanne le QR code, c'est stocké en local uniquement. Ça va jamais sur une base centralisée. Encore une fois, c'est pour que le grand public comprenne ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez technique. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est avec Tous Anti-Covid, mais comme dans beaucoup de pays, finalement, à la base, c'était une appli de traçage par Bluetooth, et puis ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. En fait, c'est devenu un couteau suisse numérique. C'est une super app. C'est une super app. Voilà, qui sert à plein de choses. Avec de l'information, des attestations. On espère qu'il n'y en aura plus du tout bientôt. Le pass sanitaire. Il y aura sûrement encore d'autres fonctions. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès, parce que le boom de Tous Anti-Covid, on va pas se mentir. Oui, c'était les attestations. C'est les attestations. Et au même titre qu'à mon avis, il va y avoir un autre boom avec le pass sanitaire. Et finalement, en octobre, quand ça a été relancé sous le nom Tous Anti-Covid, je me souviens que Cédrico, il a dit l'objectif, c'est 15 à 20 millions. On était, je crois, à 4 millions, donc tout le monde s'est un peu moqué de lui. Et là, il a dépassé les 15. Et on est, je crois, à 15,5, 16. C'est ça. Et on va peut-être arriver aux 20 millions. Alors, et vous allez voir qu'avec le pass sanitaire, je pense que ça va. Exactement. Parce que les gens ont envie de sortir. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y avait cette fronde un peu, on essaie de nous pister, etc. Mais je pense que on commence à tous comprendre que c'est l'un des outils indispensables, plutôt bienveillants,
pour sortir rapidement en fait, de cette crise et de reprendre une vie normale. Surtout que l'enjeu, honnêtement, l'enjeu sur les données personnelles, surtout anti-Covid, il est quand même très limité. Je veux dire, c'est stocké en local, les données sont quand même pas non plus. C'est ce que j'ai été vacciné, mais on peut pas l'avoir autrement. Enfin, je pense pas qu'on trouve des experts en cybersécurité sérieux qui disent que c'est un drame de la vie privée quand on voit. On se fait tester dans un laboratoire avec des résultats sanguins qui sont autrement plus sensibles. Le laboratoire, il sous-traite ça à une petite boîte qui sécurise mal s'il ne fait pas ses mises à jour. Et ça part dans la nature et on l'a vu. Non mais c'est ça, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi mettre les choses en balance. Exactement. Écoutez, il nous reste quelques minutes, on va peut-être évoquer encore une fois le jeu vidéo avec Call of Duty. Que tout le monde connaît, une licence qui existe depuis de nombreuses années et qui ont dopé les résultats d'Activision, l'éditeur du jeu, effectivement. Emmanuel. Oui, avec une croissance de 27% sur le premier trimestre, donc c'est énorme dans le secteur du jeu vidéo, 2,2 milliards de chiffre d'affaires. Alors quand on parle de Call of Duty, c'est tout l'univers Call of Duty, c'est-à-dire les jeux vidéo consoles, les jeux vidéo PC, mais aussi les jeux gratuits sur smartphone, puisqu'on en parlait dans la précédente émission. Ils sont aussi inspirés de Fortnite pour faire des Battle Royale, comme Fortnite, gratuit. Donc on voit aujourd'hui que c'est toujours le carton plein, ce jeu Call of Duty. En revanche, chez Activision, il y a Blizzard. Blizzard est un petit peu en deçà en termes de rendement, notamment avec leur jeu gratuit qui s'appelle Hearthstone, auquel vous jouez peut-être, qui est un jeu de cartes sur smartphone et tablette. Donc c'est toujours Call of Duty qui propulse Activision. Ça reste quand même la valeur sûre. Voilà, exactement. Sans compter que y a eu l'Oscar, il y a pas très longtemps pour Facebook qui avait donc développé autour de l'univers Call of Duty un documentaire sur la résistante française, donc Colette. Qui n'est pas forcément ludique, qui est plutôt un truc... Exactement. Mais on voit que y a, dans l'univers Call of Duty, c'est un jeu PC et console qui est devenu finalement un jeu mobile qui maintenant donne lieu à un documentaire télé, quasiment. Donc on voit la déclinaison de ce que cherchent depuis longtemps les éditeurs de jeux vidéo, de prendre un jeu vidéo et d'essayer de faire tout un univers un peu à la Disney sur lequel ils peuvent toucher un peu d'argent, un peu sur plein d'autres choses. Ouais, très intéressant. Raphaël, bon. Très rapidement, je trouve que c'est aussi, on parlait de Fortnite tout à l'heure, c'est l'avènement du free-to-play. Parce que Call of Duty Mobile fait un carton. Et finalement, je trouve qu'ils sont en train de changer le modèle économique du jeu vidéo, où c'est fini. Mais comme ce qui s'est passé aussi avec les films, on n'achète plus de DVD, on regarde Netflix, on paye tous les mois. Et là, c'est pareil, on n'achète plus de jeux, on paye tous les mois. Enfin, on paye pas tous les mois, mais du coup, on paye petit à petit en achetant des accessoires. Et je trouve qu'il y a un côté très vertueux, du coup, c'est que c'est un nouveau challenge aussi pour les développeurs, parce qu'il faut maintenir le jeu, il faut maintenir les joueurs. C'est un challenge de créativité qui est super. Il faut que le jeu ait une bonne durée de vie, il faut alimenter le jeu, et je trouve que ça permet d'éviter des espèces d'immenses lancements avec des campagnes marketing où tout le monde va l'acheter pour Noël, et le jeu finalement va pas être terrible, ils auront fait leurs chiffres, et puis finalement le jeu sera plus joué. Et là, je trouve que ça met un défi supplémentaire sur les développeurs pour maintenir un niveau de qualité qui est intéressant, si ce n'est qu'après, par contre, il y a aussi un autre effet, c'est qu'une fois qu'on a dépensé 1 000 € dans Fortnite, on passe peut-être pas à autre chose très facilement non plus. Mais c'est un nouveau modèle, je trouve, qui existe depuis des années, mais là, je trouve que c'est vraiment l'avènement de ce modèle. Ouais, c'est vrai. Tu as dépensé 1 000 € dans Fortnite ? Non, je ne joue pas à Fortnite, je suis beaucoup trop... En fait, je suis arrivé trop tard. Oui. Et en revanche, tu as dépensé 1 000 € dans FIFA. Dans FIFA, c'est possible. Bon, écoutez, ça sera le mot de la fin. Voilà, on découvre un petit peu des pans de la vie privée de Raphaël Gravoux. On pourrait parler de son chien, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le pauvre, en plus. Il va bien. Plus que 1 000 € un chien, tu sais. Merci Raphaël de BFM Tech, bien sûr, et merci à Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce numéro de Quoi je me mêle un peu particulier. On a pris vraiment le temps de rentrer dans les sujets d'actualité. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Le hashtag DQJMM. Portez-vous bien et à très vite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.